une conduite à tenir, mais à travers un cas clinique. Donc, j'aimerais que vous participiez activement à la discussion. Alors, c'est un patient âgé de 50 ans qui a comme antécédent une pancréatite aiguë il y a 4 ans. Je ne sais pas si c'est lithiasique, si c'est alcoolique. De toute façon, il a fait une pancréatite et il consulte pour des douleurs abdominales chroniques. D'accord? Donc, vous faites comme l'échographie fait partie intégrante quasiment de la consultation actuellement. Vous faites votre échographie et vous trouvez une stéatose hépatique. Alors, la seule anomalie que vous notez, c'est un patient qui est obèse. Il a 110 kg pour 1,66 m. Donc, si vous calculez le BMI, il est à 39. D'accord? Sinon, l'examen clinique est sans particularité. Et ma question, elle est directe. Maintenant, est-ce qu'on est en droit de retenir une stéatopathie métabolique ou il vous faut d'autres éléments ou d'autres examens complémentaires? Ça, c'est la première question. Alors, je donnerai la parole à une ou deux personnes pour me dire est-ce que c'est suffisant, ces éléments-là sont suffisants pour dire qu'on est devant une stéatopathie métabolique ou il nous faut autre chose? Alors, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Il faut se poser la question s'il est alcoolique d'abord. Très bien. Donc maintenant, s'il est alcoolique, ça exclut le diagnostic de stéatopathie métabolique. C'est ça la question. Alors, une deuxième réponse, s'il vous plaît. Donc, c'est très important de demander pour l'alcool. On verra comment on le calcule. Parce que c'est bien de... Pardon? Demandez une glycémie à jeun. Demander une glycémie à jeun. Est-ce que ça va changer votre diagnostic, madame? Maintenant, est-ce que ça va changer votre diagnostic? D'accord. D'autres questions? Une lipasémie pour? Bon, il a fait une pancréatite il y a 4 ans. Il a fait... D'accord, très bien. Non, mais il vient... Non, pour la douleur abdominale, je suis d'accord. Pour la douleur, mais c'est une douleur abdominale chronique. D'accord. Alors, l'idée, pourquoi je vous pose cette question? Parce que... Excusez-moi, monsieur. Donc vous là, êtes où? Levez la main. Oui, madame. si j'ose dire, donc là, pour le poids, la taille, le tour de taille et tout ça, donc la stéatose hépatique, déjà, je suis dans la pathologie de hépatopathie. Je veux bien, mais maintenant, est-ce que... Là, ce n'est pas suffisant, mais bien sûr, il faut stadifier d'abord où je suis. Non, mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de stadification donc là, de vos... Déjà, je vais le considérer comme une pathologie du foie, déjà au stade de stéatose hépatique échographique. Très bien. Mais maintenant, la question, est-ce qu'on est en droit de parler maintenant de stéatopathie métabolique? C'est ça la question. La stéatose, elle est là, il y a une hépatopathie, on est d'accord. Maintenant, est-ce... Elle est déjà là dans le syndrome métabolique. Très bien. Alors, c'est ça. Là, en fait, c'est pour ça que je pose la question. Elle est claire, nette. Elle est oui. Donc, pour vous, c'est oui. Pour vous, c'est oui ou non? Oui. Oui. Très bien. Alors, ceux qui sont pour le oui, c'est une minorité. Donc, on a bien fait de se déplacer le matin parce que la réponse, effectivement, est oui. Avant, on disait que, alors, je vous fais l'historique. Avant, la première définition, on appelait pas ça Mafeldi, on appelait ça NASH. D'accord? C'est pour non-alcoolique stéatohépatitis. Pourquoi? Parce que le premier qui a vu cette anomalie, il l'a vu chez des patients qui ne buvaient pas d'alcool, mais qui avaient les mêmes lésions de stéatohépatite alcoolique. Et donc, il a dit, c'est une stéatohépatite non alcoolique, parce que les malades ne buvaient pas. Or, ces malades-là, ils ont ces lésions, pas parce qu'ils ne boivent pas, parce qu'ils ont une stéatose métabolique, parce qu'ils ont des facteurs métaboliques. Soit ils sont diabétiques, soit ils sont obèses. D'accord? Et donc, de là, on est parti d'une définition par la négative et donc d'un diagnostic d'exclusion à un diagnostic d'inclusion. Et maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Quand vous avez à l'échographie ou à n'importe quelle imagerie une stéatose, d'accord, ça c'est les dernières recommandations de 2020 où il y a eu la définition de la Mafeldi. À chaque fois que vous avez quelqu'un de diabétique ou d'obèse ou qui a des facteurs métaboliques, on peut d'emblée, quand on trouve de la stéatose, dire que c'est une stéatopathie métabolique. Ça veut dire que s'il y a de l'alcool, vous avez de la stéatopathie métabolique et de la stéatopathie alcoolique.
Vous pouvez avoir de la stéatopathie métabolique et de la stéatopathie médicamenteuse. Vous pouvez avoir de la stéatopathie métabolique et une hépatite virale B/C. L'ancienne démarche, c'était un diagnostic d'exclusion. Ça veut dire qu'on faisait tout, et si on trouvait rien, on disait c'était une stéatose métabolique. Non, l'alcool n'exclut pas ce qui est métabolique. Ce n'est pas de diagnostic exclusif. On peut avoir les deux. Et donc, madame a tout à fait raison. Dès que vous avez quelqu'un qui est obèse, évidemment, il est obèse, vous le voyez à la consultation, c'est quelqu'un qui a une stéatopathie métabolique. Bien évidemment, on va arriver à la stadification, est-ce qu'il a de la fibrose, tout ça, on va le voir. D'accord? Alors, ce qui est important à savoir, c'est quand vous avez une stéatose à l'échographie, le gros problème, c'est que ça cache deux pathologies, en fait, dont le pronostic est très différent. Vous avez la stéatose simple, d'accord, où vous avez juste l'accumulation du lipide au niveau des hépatocytes, d'accord? Et vous avez la stéatohépatite, et qui dit hépatite dit inflammation, et donc c'est défini par l'inflammation. La fibrose ne définit pas la stéatohépatite, mais c'est un élément pronostique. Mais à chaque fois que vous allez trouver de la fibrose, c'est que vous êtes dans la deuxième entité. On ne peut pas avoir de la stéatose avec fibrose. Si vous avez de la fibrose, c'est que vous êtes dans la stéatohépatite, et donc vous êtes du mauvais côté. Et c'est pour ça qu'on va s'acharner à chaque fois de trouver est-ce qu'il y a ou pas de la fibrose. Donc, quand vous avez de la stéatose, la première question, est-ce qu'on est devant une stéatose simple ou devant une stéatohépatite? Et si on est devant une stéatohépatite, est-ce qu'il y a de la fibrose? Et à chaque fois qu'il y a de la fibrose, il y a stéatohépatite. D'accord? Parce qu'on ne peut pas avoir de la stéatose avec fibrose. Très bien. Alors, je passe très rapidement sur la physiopathologie. En fait, c'est une pathologie qui est liée aux gènes. On ne n'est pas égaux devant les risques d'une stéatohépatite, l'environnement, l'alimentation, l'inactivité. Il y a un rôle du microbiote. Et tout ça, ça va faire qu'il y a un tissu adipeux, surtout central, qui va se développer et qui va agir comme un élément endocrinien, un perturbateur endocrinien. Donc, vous avez une augmentation de la leptine, une diminution de la diponectine, vous avez de l'insulinorésistance qui va s'installer, et cette insulinorésistance va diminuer l'absorption du glucose par le muscle squelettique, et donc le foie va agir comme une éponge. Il va prendre le glucose du sang, il va métaboliser et il va faire de la lipogénèse. Et donc c'est une anomalie, en fait c'est un déséquilibre de stockage et la lipogénèse dans l'hépatocyte, et d'autre part de l'oxydation et de la resécrétion. Donc, c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée sur la fréquence de la stéatose? Moi, je pense que tout le monde a en consultation. Alors, c'est combien? Beaucoup. Ça fait combien? Hein? Alors, vous faites beaucoup de diabète, madame. D'accord. Parce que les diabétiques, c'est au moins les 2/3. Mais dans la population générale, regardez, c'est 25% dans la population générale. D'accord? Ça veut dire, dans cette salle, au moins un quart, s'il n'y a pas de diabétique entre nous, il y a une stéatose. D'accord? C'est bon. Alors, ça, on a fait une étude dans le service et en fait, on avait une fréquence de stéatose hépatique de 21%. Et chez le diabétique, c'est quasiment les 2/3. Et chez l'obèse, alors, quand vous avez un BMI plus de 30, c'est quasiment les 3/4 de stéatose. Quand vous avez quelqu'un qui va avoir une chirurgie bariatrique, c'est quasiment tous les patients qui ont de la stéatose. Et souvent, ce n'est pas de la stéatose, c'est une stéatohépatite avec de la fibrose. Très bien. Alors, il faut savoir qu'actuellement, en Afrique, 10% des cirrhoses sont liées à la stéatopathie métabolique. C'est plus que l'hépatite virale B et l'hépatite virale C. Maintenant, on switch d'une épidémiologie de pays pauvres où il y a de la malnutrition à des pays où il y a de la surnutrition et vous avez de la stéatose et vous avez 10% en Afrique. Ça, moi, je parle de l'Afrique. 10% des étiologies, en fait, des cirrhoses sont d'origine métabolique. D'accord? Donc, on revient à notre cas clinique et quels sont les éléments anamnéstiques qu'on va chercher en plus, d'accord, pour étayer le diagnostic et quel bilan on va avoir au minimum. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez trouvé une stéatose. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, à l'interrogatoire, madame a dit l'alcool. Alors, si vous me posez la question,
comment vous allez, parce que l'alcool, il faut le quantifier, c'est comme le tabac. D'accord? Ça, alors, il faudrait les quantifier. Ça, c'est très important. Est-ce que vous connaissez la quantification en grammage? C'est très important, parce qu'il faut dire, bon, il faut dire bien évidemment que toute prise d'alcool est nocive pour la santé, au-delà des aspects bien évidemment religieux, mais il faudrait quantifier cette prise d'alcool, parce que au-delà de 20 grammes, d'accord, au-delà de 20 grammes, ça devient toxique pour la femme et de 30 grammes pour l'homme. Donc, il faut savoir quantifier. Donc, vous avez la prise d'alcool. Deuxièmement, prise médicamenteuse. Il y a des médicaments qui sont stéatogènes. Donc, ça, c'est deux éléments anamnésiques qui sont. Chnouma. Bien sûr. Moi, j'ai. On va voir tous. Alors, regarde. Alors, la stéatose, souvent, on la découvre, soit de façon à l'occasion d'une échographie pour des douleurs abdominales, soit à l'occasion d'une augmentation des transaminases, et souvent c'est une stéatohépatite, soit exceptionnellement, nous on voit ça en consultation, des malades qui ont de l'insuffisance hépatocellulaire ou de l'hypertension portale, quand vous leur posez la question, ils étaient obèses. Alors il faut savoir que quelqu'un qui est obèse, qui commence à maigrir, c'est que son foie, il commence à fibroser. D'accord? Quand il vient au stade de cirrhose, comme il y a plus d'anabolisme, le malade devient un peu maigre, d'accord? Ou il est diabétique. Donc, tout ce qu'on trouve, avant on appelait ça les cirrhoses cryptogéniques, on ne savait pas pourquoi, maintenant on sait que c'est des cirrhoses métaboliques, d'accord? Soit c'est complètement asymptomatique. Et quand vous avez des transaminases élevées, bah souvent vous êtes devant une stéatohépatite. Mais malheureusement, dans la stéatohépatite, vous avez des stéatohépatites sans élévation de transaminases. Donc, on ne peut pas se fier aux transaminases pour dire est-ce qu'il y a stéatohépatite ou pas. D'accord? Alors, l'alcool, très important. Alors, ça, c'est l'équivalent de 10 grammes d'alcool. Alors, pour dire que c'est 10 grammes d'alcool, c'est malheureusement, quand on fait de l'hépatologie, il faut connaître un peu. Et il faudrait, ça, c'est 10 grammes, c'est en cc, c'est très important, c'est en cc par rapport à la concentration d'alcool. D'accord? Alors, les alcools forts, ils sont à 30-40% de concentration d'alcool. La bière, par exemple, elle est à 2-3% de concentration. Donc, ce n'est pas le même volume. D'accord? Pour vous dire, 10 grammes d'alcool, ça correspond à 250 ml de bière et à 2,5 d'alcool fort. Donc, il faut absolument connaître un peu pour voir est-ce que quelqu'un qui vous dit je prends une demi-bouteille, ben, ce n'est pas pareil si c'est de la bière ou si c'est d'accord, un alcool fort. D'accord? Donc, c'est très important pour savoir est-ce qu'il y a une stéatose alcoolique associée parce que ça n'exclut pas le diagnostic de stéatopathie métabolique. Alors, faites attention aussi à Mehia, parce que nous, quand on pose la question, les gens souvent, dans des régions, considèrent que ce n'est pas de l'alcool. D'accord? Et donc, il faut absolument poser la question. C'est de l'alcool fort, c'est concentré, c'est au-delà de 40%. D'accord? Et puis, vous avez les médicaments qui sont stéatogènes. Vous avez le tamoxifène, vous avez le 5-FU, vous avez la cisplatine, vous avez le méthotrexate, vous avez ce qu'on donne habituellement, les corticoïdes, vous avez l'acide valproïque, vous avez les tétracyclines. Tous ces médicaments-là sont stéatogènes. Et souvent, à l'examen clinique, quand vous avez quelqu'un qui a une stéatopathie métabolique, il n'a rien. Soit souvent, il a de l'obésité, il a un tube de taille qui est élevé, mais cliniquement, il n'y a pas grand-chose. On peut avoir une hépatomégalie, sauf dans le cas où vous avez une cirrhose et vous avez des signes d'hypertension portale ou d'insuffisance hépatocellulaire. Et là, le diagnostic, il est évident. Vous avez une circulation collatérale, des œdèmes des membres inférieurs, de l'acide, de l'encéphalopathie hépatique. Et sur le plan biologique, ce qu'il faut faire, alors le minimum à avoir, c'est des transaminases et une numération. Pourquoi? Exactement, parce que le FIB4, vous allez voir que ça va déterminer la prise en charge ultérieure. D'accord? Donc, vous allez faire une numération. Alors, vous allez vérifier est-ce qu'il n'y a pas de thrombopénie. Quand vous avez une thrombopénie, soit que c'est une stéatose alcoolique, parce que l'alcool est toxique pour les plaquettes, soit que vous êtes déjà au stade de cirrhose. Vous avez l'hypersplénisme. Vous avez une augmentation des transaminases. Et l'augmentation des transaminases, souvent, elle est plutôt alate ou azate? Alate. Alors, la stéatose alcoolique, c'est les azates. La stéatose métabolique, c'est une augmentation des alates, plutôt alates. Une augmentation de la gamma-GT. Alors, il faut garder en tête que pour la stéatose, c'est une cause d'élévation à moins de 5 fois la normale.
de transaminase. Si vous trouvez que c'est 20 fois la normale, c'est autre chose. Ou c'est associé à autre chose. On a des associations, stéatose, hépatite auto-immune. D'accord? Maximum 5 fois. D'accord? Et puis, vous allez chercher, bien évidemment, est-ce qu'il est diabétique, est-ce qu'il a une hyperglycémie, les autres éléments biologiques du syndrome métabolique. Et quand vous avez une augmentation des transaminases, faites une sérologie B et C. D'accord? Si vous trouvez une sérologie B et C positive, ça ne veut pas que vous allez exclure la stéatopathie métabolique. Il a de la stéatose. Alors, la B, l'hépatite B n'est pas stéatogène. Certains génotypes de l'hépatite virale C, notamment le génotype 3 qu'on voit chez les toxicomanes, peut être stéatogène. Mais en gros, si vous trouvez une hépatite B et C, vous allez dire que c'est une stéatopathie métabolique associée à une hépatite virale B ou une hépatite virale C. Avant, on disait, on a trouvé l'hépatite B, on a trouvé l'explication en transaminase, on regarde ailleurs, c'est pas une stéatopathie métabolique, et c'est ça ce qui a changé. Alors, quand vous avez une échographie où il y a de la stéatose, vous n'avez pas besoin de faire d'autres éléments d'imagerie. D'accord? Donc, il a un conflit échographie, une stéatose, c'est bien. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de faire le scanner, ni l'IRM, ni la biopsie du foie. Mais parfois, quand vous avez une très forte suspicion, imaginons quelqu'un qui est diabétique, vous avez tout fait, et il a une cytolyse. Alors, on demande l'IRM parce que l'IRM permet de détecter des stéatoses qui sont minimes. Alors, la stéatose, elle est pathologique à partir de 5% des hépatocytes infiltrés. D'accord? Alors, quand vous faites l'échographie ne détecte qu'à partir de 20 à 30%. Donc, il ne détecte que les stéatoses massives. Donc, si vous avez une forte suspicion de stéatose, que si vous avez fait tout le bilan et vous n'avez absolument rien, demandez une IRM en disant, moi, je pense que c'est une stéatose, et l'IRM est capable de détecter des stéatoses qui sont à partir de 5 à 10%. D'accord? Moi, j'aime pas le scanner dans cette indication parce qu'il est irradiant, mais on peut demander l'IRM, bien sûr. Ça a un coût, c'est pas disponible, mais il faudrait garder en tête qu'on pourrait demander l'IRM pour voir est-ce qu'il y a stéatose. Mais si vous avez la stéatose à l'échographie, c'est très bon, c'est spécifique. Alors, biopsie du foie, exceptionnellement, on ne demande plus. Je me rappelle même plus quand est-ce que j'ai fait la dernière biopsie du foie. D'accord? Vraiment, maintenant, on a des tests non invasifs et on peut se fier aux tests non invasifs pour faire la biopsie, pour faire le diagnostic. Alors, on fait la biopsie quand on pense qu'il y a une association. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une cytolyse à 15 fois la normale, vous avez une stéatose, et vous pensez qu'il y a une association stéatose, hépatite auto-immune. Là, la biopsie, elle est intéressante. Et puis, vous avez les marqueurs non invasifs. D'accord? Donc là, on va chercher l'échographie ou l'IRM, c'est pour dire est-ce qu'il y a stéatose ou pas. Là, c'est pour dire est-ce qu'il y a fibrose ou pas. Et s'il y a fibrose, on est devant une stéatohépatite. Donc, le FIB4, s'il y a un seul test à garder en tête, c'est le FIB4. On le calcule à partir d'éléments très simples, âge, ASAT, ALAT, plaquette. Vous l'avez sur toutes les plateformes des pathologies. Et il faut garder 2 chiffres en tête. D'accord? Moins de 1,30, il exclut une fibrose avancée. Donc, si vous avez quelqu'un qui a 1,10, vous pouvez lui dire, vous avez une stéatose, il n'y a pas de fibrose, c'est pas grave. Si vous êtes au-delà de 1,30, là, vous êtes en phase intermédiaire. Si vous êtes au-delà de 2,67, probablement, vous avez une fibrose qui est avancée. Il y a d'autres scores, il y a le NAFLD score, on appelle NFS, mais c'est pas la NFS habituelle, d'accord? C'est le NAFLD fibrosis score. On l'utilise pas en pratique courante. Il y a le score ELF qui est payant, qui est cher, d'accord? Parce qu'il y a l'acide hyaluronique dedans. Et il y a le fibrotest que vous connaissez. Là, je suis un des signataires du test, mais c'est un test qui est aussi payant, d'accord? Donc, on l'utilise pas. Ce qu'on utilise maintenant, c'est le FIB4. Et si vous avez une anomalie du FIB4, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander un fibroscan. Si vous êtes au-delà de 1,30, vous allez demander un fibroscan pour voir est-ce qu'il y a de la fibrose ou pas. Et donc, ça, c'est la diapositive en ordre qu'il faut garder en tête. Quand vous avez un diabète, obésité, facteur de risque, et vous avez de la stéatose à l'échographie ou à une imagerie, demandez un FIB4. D'accord? FIB4, moins de 1,30, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans le bas risque. Au-delà de 1,30, il faudrait demander soit un fibroscan, soit un score ELF. Le score ELF n'existe pas au Maroc, d'accord? Et il coûte dans les 2500 dirhams, donc 2 fois plus cher qu'un fibroscan. Donc, on demande un fibroscan. Et c'est à partir du moment où vous avez le chiffre du fibroscan,
Alors, les chiffres sont très simples. Au-dessous de 8, il n'y a pas grand-chose. Entre 8 et 12, vous avez de la fibrose. Au-delà de 12, vous avez une cirrhose. D'accord? Je vois de plus en plus de cirrhose chez des patients qui sont diabétiques, qui ont fait une cholécystectomie. Le chirurgien a vu qu'il y a un foie qui est un peu dysmorphique et en biopsie. D'accord? Donc, souvent, et c'est des malades qui ont évolué pendant des années, on leur a dit, vous n'avez qu'une stéatose, alors que la stéatose est une maladie grave. Alors, chez notre patient, les ASAT, on les a fait, ils sont à 55, ALAT 76, le TP, il est à 90, on a fait le FIB4, 2,89, le fibroscan, il est à 10, et il vous pose la question, le malade, est-ce que c'est grave? Et votre réponse, c'est assez grave. Non, non, c'est grave. C'est assez grave parce que vous avez une évolution vers la fibrose. Et donc, on n'est plus dans la stéatose, on est dans la stéatohépatite. Il faut savoir qu'il y a une évolution de la stéatohépatite vers la fibrose, vers la cirrhose et vers les complications de la cirrhose. Et que quand on a une stéatose et une stéatohépatite, on a beaucoup plus de risque de faire un CHC. On peut avoir un CHC même avant le stade de cirrhose. C'est une particularité de la stéatopathie métabolique, c'est avant la cirrhose, vous avez 80% de plus de risque de faire un CHC. Alors que pour l'hépatite virale BC, c'est souvent au stade de cirrhose qu'on commence à faire des CHC. On a des CHC sur foie non cirrhotiques, on appelle ça des CHC sur foie sain. Et ces CHC sont extrêmement difficiles à traiter, progressent rapidement, ne répondent pas à la chimio, c'est connu, les CHC sur stéatopathie métabolique. Et quand vous avez une stéatopathie métabolique, vous n'avez pas que des risques hépatiques, ça augmente les risques cardiovasculaires. Vous avez 25% de plus de risque de faire un infarctus. Donc, c'est un marqueur général chez un diabétique. Et vous avez plus de risque de faire de la néphropathie diabétique, si vous êtes diabétique, et de la rétinopathie diabétique. D'accord? Alors, comment vous prenez en charge ces patients? D'accord? Alors, hygiène de vie, vous allez lui demander de faire quoi? Une marche. Il a 110 kilos. Hein? Je vais vous raconter une anecdote à la fin. J'ai vu un malade qui a 130 kilos. Il m'a dit, mon médecin, il est gentil, mais il me dit de faire la marche. J'ai 130 kilos. Comment je fais? J'arrive même pas à monter 2 marches. Excusez-moi. Donc, c'est du cas par cas déjà. Donc, on ne peut pas banaliser, c'est-à-dire dire tout ça, on peut le faire pour tout le monde. Tout dépend de son métabolisme, tout dépend de sa corpulence, tout dépend de est-ce qu'il peut marcher ou pas. C'est-à-dire quand on dit l'hygiène de vie, c'est du cas par cas. Exactement, excellent. Alors, qu'est-ce que vous allez, grossièrement, qu'est-ce qu'on a comme arme thérapeutique au Maroc? Très bien, alors tu vas directement au fond. Très bien. Alors, il y a bien évidemment le régime, d'accord? Et je suis très content que dans les recommandations maintenant, il y ait le régime méditerranéen qui sorte comme recommandation. Alors malheureusement, on s'est éloigné un peu du régime méditerranéen, mais notre salut vient de là pour le traitement de la stéatopathie métabolique. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme médicaments? Chirurgie bariatrique. Les analogues. Alors, chirurgie bariatrique, je suis un peu vexé parce qu'on a sauté l'endoscopie. Pardon? Oh, madame, l'endosleeve, d'accord. Donc, tu l'as vu. Ah, tu n'es pas au courant. D'accord, très bien. Alors, très bien. Donc, il y a aussi l'endosleeve, il y a l'endoscopie bariatrique, on va discuter de ça. Mais avant, il y a bien sûr le régime alimentaire, il y a les médicaments. Alors, ce qui est important, c'est sortir de cet amalgame. On a une stéatopathie métabolique, il suffit de traiter le diabète par n'importe quelle molécule, d'accord? Ou traiter l'HTA pour guérir la stéatopathie métabolique. La stéatopathie métabolique, une fois qu'elle est là, elle devient autonome. C'est une vraie pathologie, nécessite un traitement spécifique. D'accord? Il a le diabète, il a l'HTA, il a l'hypertriglycédémie, on va traiter les éléments, la stéatose va disparaître. Non, c'est pas vrai. D'accord? Alors, premier élément, ça c'est les recommandations de l'ASLD, la société américaine, un régime alimentaire. Alors, l'élément majeur, parce que tout le temps, les patients nous posent la question, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Il faut une restriction calorique. Ce n'est pas une question de qualité, mais c'est essentiellement une question de quantité. D'accord? Donc, vous dites, d'accord, il faut faire
un déficit calorique. Bien évidemment, il faut limiter le sucre, limiter les lipides saturés, préférer un régime enrichi en fibres, les lipides non saturés et le café. On sait que le café, c'est un très bon produit pour diminuer la gamma-GT. On le sait depuis une dizaine d'années. Ça améliore la stéatose, mais ce n'est pas un médicament, bien évidemment. Et puis, il n'y a pas de médicament aussi efficace que la perte de poids. On le sait. Alors, il y a une étude qui a été faite à Cuba en 2015. Alors, quand on a une perte de 5% du poids, d'accord, vous avez une diminution de la stéatose. Quand vous avez une perte de poids entre 7 et 10%, ben vous avez une amélioration de la stéatohépatite. Vous avez moins d'inflammation. Et quand vous dépassez 10% de perte de poids, ben vous avez des grades de fibrose en moins. Donc, dans 50% des cas, ben vous avez un grade de fibrose en moins. Donc, ça, vous allez voir, il n'y a aucun médicament actuellement qui fait aussi bien que la perte de poids. Et donc, la perte de poids est un élément à garder en tête pour avoir l'amélioration de la stéatohépatite. Alors, il y a la vitamine E qu'on peut utiliser, c'est dans les anciennes recommandations. Alors, il y a le risque d'AVC, il y a le risque de cancer, voilà, il y a le risque de cancer de la prostate. Moi, à titre personnel, je ne l'utilise pas. D'accord? Il y a la pioglitazone, d'accord, qu'on n'a pas au Maroc, dose 30 à 45 mg. On utilise essentiellement quand on a une stéatohépatite avec diabète. Et c'est paradoxal, pour une molécule qui est censée traiter la stéatohépatite, il y a une prise de poids qui est paradoxale. D'accord? Et puis, vous avez les analogues de récepteurs GLP-1. En fait, c'est un traitement initialement qui a été donné pour le diabète et on s'est rendu compte qu'il y a une perte de poids. Et c'est cette perte de poids qu'on veut avoir. D'accord? Alors, vous avez ici l'étude Princeps, une étude prospective. On a comparé 142 patients sous liraglutide 3 mg versus 140 patients sous placebo avec un BMI de plus de 30 non diabétique. Parce qu'au départ, j'avais beaucoup de résistance à expliquer qu'on peut donner un traitement du diabète chez un non diabétique. Il n'y a pas de risque d'hypoglycémie et les résultats sont bons. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on cherche? Une perte entre 7 et 10% ou plus de 10%. Et regardez, plus de 10%, 30% des patients ont une perte de poids de plus de 10%. 18% des patients ont une perte de poids de plus de 15%. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Alors, quand vous avez quelqu'un, quand vous recommandez ou quand vous prescrivez le liraglutide pour quelqu'un qui est diabétique ou non diabétique, qui a une stéatose, ce n'est pas à la dose de 0,6 mg, ce n'est pas à la dose de 1,2. Les essais qui ont été faits, ils sont à 1,8. D'accord? Alors, ça, c'est une petite série publiée dans le Lancet, rien que ça, sur 48 semaines, et vous avez la résolution de la NASH dans 39% des cas. Vous voyez que c'est des chiffres, on n'est pas à... Ce n'est pas les chiffres de l'hépatite virale C, on a des 99%, d'accord? On est à 30-40%, et vous avez moins de progression de la fibrose. Vous n'avez pas de réversion de la fibrose. Juste que ça ne progresse pas, d'accord? Donc, dans le groupe où on donne liraglutide, la progression, elle est à 9%. Dans le groupe où on donne rien, la progression, elle est à 39%, d'accord? Mais il n'y a pas de réversion de la fibrose. Alors que, quand on perd du poids, on peut perdre 1 grade de fibrose, d'accord? Vous avez le sémaglutide, qui n'existe pas au Maroc, mais que tout le monde arrive à se procurer actuellement. D'accord? Voilà. Et regardez les résultats, ils sont beaucoup plus intéressants pour la perte de poids. Alors, 74% ont une perte de poids au-delà de 10%. Ça, c'est des chiffres d'endoscopie bariatrique ou de chirurgie. D'accord? Plus de 50% ont une perte de poids de plus de 15% et quasiment le 1/3 des patients perdent plus de 20% du poids total. D'accord? Alors là encore, ça, on perd du poids, il y a une régression de la NASH, mais il n'y a pas de régression de la fibrose. D'accord? Avec toutes ces pertes de poids, on n'a pas de régression de la fibrose. On a une régression de la NASH, de la stéatohépatite, mais pas de régression. Alors, les inhibiteurs des SGLT2, une petite perte de poids, d'accord, parce qu'il y a une fuite du glucose au niveau du néphron, donc une petite perte de poids. Il y a une réduction des événements cardiovasculaires, il y a de la néphroprotection, j'en passe. Et chez les patients, par exemple, regardez cet essai-là, dapagliflozine, 10 mg,
ça diminue la stéatose, ça peut diminuer sur cette étude-là la fibrose sur fibroscan. D'accord? Mais vous allez voir que c'est recommandé, pas dans la stéatohépatite, mais juste dans la stéatose associée au diabète et à l'obésité. D'accord? Et vous avez, je ne pense pas que vous avez déjà entendu parler de cette molécule. D'accord? C'est une nouvelle molécule. Elle a eu l'AMM l'année dernière. C'est la star maintenant de la stéatohépatite, sauf que ça coûte. Alors, le resmetirom, c'est le lisdifran. En fait, ça diminue la stéatose au niveau hépatique. C'est un agoniste de la THR-bêta. En fait, ça régule la synthèse des hormones thyroïdiennes au niveau du foie. Ça diminue la stéatose hépatique. Ça diminue la stéatohépatite. D'accord? Et vous allez voir que ça diminue aussi la fibrose, sauf que ça coûte extrêmement cher. Alors, sur l'année, ça coûte plus de 40 000 euros. 40 000. Il y a 400 000 dirhams. Donc, vraiment, moi, je le cite juste pour le CNS, mais ce n'est pas un médicament qu'on va avoir chez tous les patients. D'accord? On n'a pas encore cette molécule au Maroc. Elle existe aux États-Unis. Elle existe en France. Mais ça devient... Alors, si le prix est à 40 000 euros, là, à 40 000 $, c'est que le bénéfice médical, on sait qu'on va éviter, puisqu'on le donne à partir de F2, on va éviter une transplantation hépatique qui coûte beaucoup plus cher. 5 minutes. 5 minutes. Oh là là. Alors, ça diminue la NAS, ça diminue la fibrose. D'accord? Regardez. Alors, regardez. L'amélioration de la fibrose, c'est dans 24%. Vous voyez, ce n'est pas encore des chiffres. À 40 000 euros, vous avez 24% de... Voilà. Alors, voici les recommandations. Quand vous avez une stéatose, d'accord, sans stéato, quand vous avez une stéatohépatite. Alors, pour dire qu'il y a stéatohépatite, soit vous avez le fibroscan qui est élevé, soit le FIB4 qui est élevé, soit les transaminases qui sont élevées. Là, vous donnez soit le pioglitazone qui n'existe pas, ou les analogues de la GLP1. Si vous avez juste une stéatose, d'accord, à ce moment-là, vous essayez aussi de donner des inhibiteurs de la SGLT2 à côté du pioglitazone ou des analogues. D'accord? Alors, maintenant, votre patient, il est obèse, il a fait une pancréatite, on ne peut pas utiliser le liraglutide qu'on a, donc voilà, donc c'est mort. Alors, il vous dit, moi, je veux perdre du poids. Quelle possibilité vous avez? Il est F2. Pour la perte de poids, c'est 2-3 kilos. Vraiment, lui, ce qui le dérange, il a 110 kilos, il va perdre 4-5 kilos. Alors, justement, comme je suis gastro, je défends mon territoire. Et donc, je vais vous parler, pas de la chirurgie, mais de l'endoscopie. D'accord? De la sleeve endoscopique. Mais avant la sleeve, pour être honnête, on va parler aussi. Alors, regardez, il y a la pharmacologie, il y a les ballons et il y a les sutures endoscopiques. Et après, bien sûr, il y a la chirurgie. Alors, il y a beaucoup de types de ballons, AR, AO. Je passe sur les... Et l'efficacité, franchement, c'est pas mauvais. Sauf que c'est réversible. Dès que vous enlevez le ballon, après 6 mois, ça revient. Il y a un effet yo-yo. D'accord? Et donc, dans les recommandations, regardez les recommandations de la Haute Autorité sanitaire en 2009, ils disent il n'y a pas d'indication par rapport à une prise en charge pluridisciplinaire seule. Donc, finalement, quand vous mettez le ballon, c'est en fait le régime qui marche. Et quand vous enlevez le ballon, en fait, il n'y a que le régime qui marche. Donc, finalement, la HAS n'autorise plus ce procédé et ne le rembourse plus. Parce que la HAS, c'est l'élément de régulation en France. Et puis, vous avez les techniques restrictives ou de plicature. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça existe et ça existe actuellement au Maroc. D'accord? Alors, il y a plusieurs types de dispositifs. Il y a l'Overstitch, donc ça existe au Maroc. Les autres système pose et le système endomina n'existent pas. Alors, c'est quoi ce système? En fait, c'est un appareil de suture qu'on va mettre sur l'endoscope. D'accord? Et en fait, vous avez ici ce dispositif. On va enrouler la muqueuse, on va ramener la muqueuse à l'intérieur et on va fermer. Et on va faire une suture. D'accord? Donc, il y a une manette qui est fixée sur la poignée de l'endoscope. Ça, c'est une hélice à tissu. On va mettre cette hélice-là sur la muqueuse, on va ramener et on va fermer. Et en fait, on va faire plusieurs sutures. Un point ici, par exemple, sur l'estomac, un deuxième point, un troisième point. Et on va tirer
sur le fil. Et vous avez l'estomac qui va se ratatiner. En fait, on ne coupe pas l'estomac, mais on le suture de l'intérieur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, ça fait 45 minutes. C'est une opération qui est courte, sous bien sûr intubation. Il y a une antibioprophylaxie et l'alimentation liquide est reprise dès le lendemain. D'accord? Alors, ça, c'est les images des patients qu'on a fait au service. D'accord? Au CHU. Moi, je pense que vous avez vu ça. Et on a fait 3 malades. Et en fait, l'effet, il y a moins de rétention des solides dans la cavité gastrique. En fait, vous n'avez quasiment plus de fundus. Regardez, ça c'est l'estomac au départ. Et quand vous faites les sutures, on fait en principe entre 5 et 6 sutures sur le fundus. Vous n'avez plus d'estomac, vous avez juste un tout petit passage. Et donc finalement, malade, dès qu'il mange 2 bouchées, il n'a plus faim. D'accord? Et regardez les résultats, ça c'est très important. Alors, à 6 mois, vous avez une perte de poids de 14%. À 24 mois, vous avez une perte de poids qui augmente. Elle est à 20%. D'accord? Et ça se maintient. Maintenant, il y a des études qui ont démontré que la perte de poids, dans 80%, vous avez une perte de poids qui se maintient à 10 ans. D'accord? Entre 15 et 20%. Parce que c'est une technique qui a commencé il y a plus de 10 ans. D'accord? Pas d'effet secondaire, quasiment pas de mortalité, ça c'est quelque chose de très important parce qu'on ne coupe pas. On peut avoir un petit saignement, on peut avoir de l'infection, un abcès périgastrique, mais c'est exceptionnel. Mais il n'y a aucun cas de décès reporté dans la littérature et ça c'est quelque chose qui est très différent de la chirurgie. D'accord? Donc ça c'est l'avantage de l'endosleeve. Et l'indication, quand vous avez quelqu'un qui a un BMI entre 30 et 35 et à chaque fois que vous avez une indication d'une chirurgie bariatrique, avec un refus du patient. Et le taux d'acceptation de la chirurgie bariatrique dans tous les pays, c'est en dessous de 10%. D'accord? Donc ça, c'est une alternative qui pourrait être utile pour la stéatopathie métabolique et surtout chez les patients qui sont obèses. Et je vous rappelle que, ça c'est ma dernière diapositive, que l'obésité, ça c'est l'étude de McKinsey qui a été publiée en 2020, que ça coûte à la planète autant que le tabac et le terrorisme. D'accord? Donc, c'est 2 trillions de dollars, c'est 2000 milliards de dollars chaque année à cause de l'obésité. Donc, il faut vraiment considérer que c'est une pathologie et il faudrait la traiter. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Tahiri.